Socrate, comment vas-tu? Mehdi, ça fait longtemps, hein. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Mais ça fait aussi longtemps parce que ça fait longtemps que t'as pas sorti de projet avant. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une petite. C'est vrai. Je sais pas si c'était une pause, mais. J'avais fait. En fait, j'avais fait les Noirs. Ouais. Et après, non, j'ai rien sorti. J'ai rien sorti, mais je faisais de la musique toujours. Hein. Je faisais toujours de la musique, mais j'avais rien sorti parce que j'aime prendre mon temps. Pas pour faire de la musique, mais j'aime prendre mon temps pour savoir comment revenir, tu vois. C'est tout. En plus, là, c'est bien qu'on se voit maintenant, puisqu'il y a la vie du Triple J qui est sortie il y a quelques semaines au moment où les gens voient l'interview. Ouais. Et on peut le dire, on va revenir dessus pendant l'interview, mais c'est qu'il y a une partie 2 qui va être. Donc ça veut dire que tu as fait beaucoup de musique en réalité, parce que tu as fait un double album. Ouais, c'est un double album, comme le Général. Exactement. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on n'a pas un album, mais un double album de Mac Taylor? En fait, les gens avec qui j'ai travaillé cet album, c'était plus de discussions que de studio. On parlait de tout, tu vois, je parlais de tout ce qui m'influençait dans la musique, tout ce que j'aimais, tout ce qui me bousillait à l'instant T et tout. Et donc, c'est plusieurs sessions différentes avec mes équipes de travail. Et à la fin, je me suis rendu compte que je me suis tellement fait plaisir à droite, à gauche avec le temps que j'avais plein de contenus vraiment puissants mais différents. Tu vois, différents. Et je voulais essayer de trouver une manière, de trouver une cohérence de comment ramener toutes ces différentes musiques que j'ai fait pour l'album. C'est pour ça que je l'ai séparé en 2 parties. Pour que ça soit un peu cohérent et que, tu sais, les gens aujourd'hui, ils ont du mal à se concentrer. Ça va vite. Donc, j'ai dit, bon, on va essayer de faire en 2 parties, que petit à petit, ils découvrent les disques, tu vois, naturellement, sans forcer, sans que ça soit une tannée, sans que, voilà. Ça s'appelle la vie du Triple J. C'est quoi un Triple J? En tout cas, quel genre de Triple J tu es, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle vie tu as aujourd'hui? La vie du triple OG, c'est comment je pourrais dire? Je suis 3 fois ancien dans le délire où quand j'étais jeune, j'étais déjà un ancien. Donc t'as vu, j'avais une maturité jeune, très jeune, qui fait que j'ai l'impression... Même des premiers textes de Tandem, il y avait un truc déjà, c'est vrai que t'avais 20 ans. Ils pensaient qu'on avait la trentaine quand on avait 20 ans. C'est parce qu'on a eu des vies difficiles, on a partagé des choses assez lourdes de sens. Et aujourd'hui, la vie du triple OG, c'est plus de légèreté, plus de recul sur tout ce que j'ai pu traverser. Je me sens un peu comme un miraculé. Tu vois, je vis beaucoup à l'étranger, je suis souvent au soleil, tu vois, je voyage beaucoup, Afrique, partout et tout. Et franchement, la vie du triple OG, c'est ça, c'est la personne qui a une 40aine d'années aujourd'hui, qui kiffe la musique, qui écoute toujours les derniers bails de Kodak Black. Tu vois, je suis toujours dans tu restes là-dedans. Voilà, je suis dans ce bousillage-là. Et quand je fais ma musique, je suis toujours dans le délire où je me fais plaisir, quoi. C'est pour ça que quand tu écoutes mon album, t'as pas l'impression d'un album de Mac Taylor que t'as déjà entendu dans le passé. C'est encore de la proposition, parce que je suis encore un passionné de musique. Mais justement, t'as dit 2 choses. T'as dit légèreté et soleil. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est plus présent justement dans cet album-là que dans le passé, dans ta musique. Il y a un côté un peu même parfois... presque Maybach music, tu sais. Parce qu'aussi Rick Ross, et je parle souvent de Rick Ross dans cette émission-là avec les invités, parce qu'on sent que c'est aussi un peu une inspiration de comment, tu sais, peut-être prendre de l'âge dans le rap, en tout cas, tu sais, tout en faisant de la bonne musique, sans jouer un rôle, même si bon, il a peut-être joué un rôle dans sa vie, je sais, mais tu vois ce que je veux dire, en tout cas, il joue pas aux jeunes. Il joue pas aux jeunes. Et je trouve qu'il y a ça aussi maintenant dans ta musique, de plus en plus, le côté un peu ensoleillé, chill, sur des morceaux comme Aqua Con Gas. Ouais, exactement. C'est vraiment ça à fond, exactement. Tu vois, c'est des influences de rap que j'ai pu écouter. J'ai l'impression que, tu vois, quand j'écoute un mec comme Larry June, c'est comme si c'est Prodigy du soleil. C'est la meilleure comparaison du monde. C'est incroyable. T'as compris ce que je veux dire? C'est le Prodigy du soleil. Ça veut dire que je me dis, moi, vu que j'ai vécu Prodigy, je vis Larry June. Je vis Larry June. C'est comme, tu vois, je mettais des requins quand on était des KRA du 9-3 énervés. J'ai mis des requins quand je faisais du Untouch. Quand ça a été repris par la hype et tout. Donc, je représente ça un peu, moi. Je représente ça. Est-ce que tu penses parce que c'est vrai que toi, ta musique, Tandem et même
même Mac Taylor, hein, il y a souvent un côté beaucoup plus sombre qui était représenté par ta musique. C'est même dur. Très dur, très dur. Et est-ce que justement, en prenant de l'âge, peut-être quelque part, tu as besoin justement que ta musique soit moins dure. Oui, que ça soit plus solaire. Plus solaire. Tu ressens ça dans ta vie, tu as besoin de ça. C'est ma vie qui a besoin de ça. Et c'est pour ça que en vivant à l'étranger, en étant plus au soleil dans ma manière de vivre, ça amène autre chose. Je pense que c'est même grâce à ces voyages réguliers que ce disque est né, que ce sentiment est né, en fait. Ce sentiment que tu ressens, un sentiment, en fait. Hein. C'est un sentiment. Et je suis content que tu le ressentes parce que j'ai écouté, je sais plus, parce que j'avais remis sur les plateformes l'album Untouchable. Il y a, je sais pas, il y a quelques mois. Mais moi, je l'avais jamais réécouté. Tu l'as sorti, tu l'as pas réécouté. Ouais. Et quand je l'ai réécouté, là, quand on l'a mis sur les plateformes parce qu'il n'y était pas, j'ai dit quoi ? C'est un autre homme là qui était en train de rapper. Je l'ai ressenti, j'ai senti. En fait, quand j'écoute ma discographie, j'entends les époques, puisque les Mac Taylor différents. Voilà, j'entends les Mac Taylor différents. Et aujourd'hui, je sais que je suis un nouveau Mac Taylor, vraiment, parce que ce sentiment de surcolère que j'avais avant, on le ressent moins dans ce disque-là. On sent que tout ce qui m'habite là, je le maîtrise mieux. Je maîtrise mieux mes pulsions, on va dire. Je les maîtrise mieux. Il y a quelque chose dans... Ça se voit que tu peux te poser la question qu'il y a quelque chose dans sa vie qui le permet d'avoir du recul sur les choses. Ouais, tout à fait. Et ça se ressent dans la musique. Moi, je me suis même dit... J'ai une question que je voulais te poser après, mais je me suis même dit, j'ai l'impression que tu dors mieux. Parce que moi, je t'ai toujours vu comme quelqu'un qui dormait mal. Insomniaque, soucieux. Tu sais, je t'ai toujours vu comme ça, parce qu'en ta musique, je t'ai toujours posé plein de questions, même dans les interviews. On sentait qu'il y avait beaucoup de choses en toi. Et là, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il dort mieux. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, j'ai eu ce sentiment-là en écoutant la musique. En fait, c'est par moments, mais c'est vrai que en tout cas, sur la notion du sommeil... C'est quelque chose que j'essaye de maîtriser. Parfois, je me dis quoi, bon, là, il faut que j'arrive à dormir. Je me mets tous mes téléphones dans le salon, je m'enferme pour pouvoir avoir un vrai sommeil et tout. Parce que c'est très important. C'est très important. Et c'est vrai que quand je suis à Paris, je dors moins bien parce que Paris est très anxiogène. Tu vois, il y a quelque chose qui plane dans l'énergie de la ville. Mais dès que je suis à l'étranger... C'est relax. Ok. Tu dis sur ce projet, la dernière décennie, je l'ai pas vu passer. J'ai divorcé, j'ai perdu mes bises, j'ai perdu mon frère pour être mal entouré. Et un peu plus tard sur l'album, tu dis le pire dans cette vie, c'est d'être mal entouré. Donc c'est quelque chose qui est important dans ce que tu racontes. Est-ce que tu as le sentiment, toi, justement, d'avoir été à un moment mal entouré, que ça t'a causé du tort dans ta carrière, justement, tu es sorti de ça aujourd'hui ? Exactement. En fait, on va dire... Je suis un artiste qui a toujours voulu être indépendant. Depuis le début. Depuis le début. J'avais construit un gros studio en bas de mon quartier, La Planque et tout, on connaît tout ça. Ça veut dire La Planque, ça a été ma force, comme ça a été ma faiblesse, parce que ça m'a mis en autarcie, un peu comme la Russie. Tu vois, ça veut dire que je faisais ma carrière à côté du game. Parce que j'ai toujours eu l'habitude de savoir me débrouiller tout seul. Et donc, ce qui fait que j'essayais d'entreprendre plein de choses au niveau culturel, mais sans être entouré de gens de la culture. Je suis entouré de mes potes de la street. Donc, ce qui fait que à l'époque, je me rappelle, j'avais fait SoBlog.com, qui était un blog que j'avais ouvert, qui avait cartonné dès le début. Mais en vrai, moi, je suis dans la street tous les jours, je suis avec mes potes. Comment je fais pour pérenniser un truc comme ça ? Tu vois, j'ai entrepris tellement de choses, mais pas dans le bon endroit. Tu vois, pas dans le bon endroit. Et c'est ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir fait plein de choses en 10 ans, mais rien en même temps. Parce que tu as l'impression que rien n'a pu être fini, n'a pu être terminé. Exactement. Peut-être pas aller au bout, en fait. Exactement. Okay. Exactement. Et ça, c'est lié un peu à mon entourage, en fait. Moi, à la base, je suis un mec de la rue qui faisait du rap. Voilà. Et pour avoir des gens autour de toi qui correspondent un peu à ta vision, c'est compliqué. Quand je faisais, par exemple, N-Touch, ma marque de luxe, mes potes, ils peuvent que me regarder. Ils captaient pas forcément. Ils peuvent que me regarder.
ouais, c'est quoi ton délire? Tu vois, ils peuvent que me regarder. Et c'est tout. Et donc, à la fin, ça fait comme si je puise beaucoup en moi pour faire des choses, mais je me pose pas la question d'abord de savoir si je suis au bon endroit avant d'entreprendre toutes ces choses-là. Et c'est ça qui me donnait l'impression qui m'a fait me dire à la fin que je suis peut-être mal entouré, en fait, tout simplement, parce que j'ai entrepris trop de choses par moi-même, beaucoup trop de choses. Il y a eu énormément de choses. Énormément de choses. Et beaucoup de choses et par aussi moi-même. Et par moi-même. C'est pas mon nom qui était prêté à des projets des gens, c'est moi-même qui entreprenais ces choses-là. Justement, quand tu fais cette marque de luxe, pour moi, c'est aussi ce moment-là où tu sais, en tout cas, peut-être que tu as toujours eu ça en toi, mais où d'un point de vue extérieur, on se dit, ah ouais, c'est peut-être le seul, à ce moment-là, dans le rap français, je ne vais pas dire de bêtises, qui a le pied, ou même les deux pieds dans la street, mais qui a aussi un pied dans le luxe, c'est dans ça. la mode, Fashion Week, etc. Exactement. Tu parles d'un morceau qui s'appelle Shangri-La, c'est de beaux endroits. On a l'impression que très tôt, tu pouvais aller dans les deux endroits, dans les deux milieux. C'est que vrai. tu étais à l'aise là et là-bas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que tu as incarné à un moment. C'est vrai. Comment tu vois un peu ce truc-là d'avoir été, pour le coup, c'est vrai, un des premiers à faire le pont? En fait, j'ai une anecdote à raconter. Quand j'ai commencé à faire InTouch, j'ai reçu pas mal de DM avec une interview que j'avais faite avec Bouscapé en 2008, tu vois, pour l'album D'où je viens. Et à cette époque-là, moi j'aimais déjà bien le linge, tu vois. Ouais, t'as toujours été là-dedans. Voilà. Et donc, je les avais amenés à l'Hôtel Coste la nuit. Et on avait fait une interview, donc à l'Hôtel Coste, et tout, et ils avaient leur caméra, ça filmait comme ça de nuit. Eux, ils connaissaient pas tous ces endroits-là. Voilà. Je les avais amenés, je disais, moi, c'est là que je traîne le soir et tout. Et on parlait de tout. Et là, ils m'ont dit, oui, on voit que t'aimes la mode et tout ça. Je dis, ouais, mais le monde aujourd'hui, il est fermé. Mais le jour où je verrai qu'il y a une brèche et qu'on peut vraiment essayer de faire de la mode, je le ferai. Donc, quand j'ai fait le début d'InTouch, les gens m'ont envoyé l'interview et moi j'avais oublié. Et c'est là que j'ai su que j'étais fidèle à moi-même. Parce que je l'avais déjà dit en 2008. J'étais déjà dans ce lifestyle, mais que les gens ils connaissaient pas trop, c'était pas démocratisé. J'étais toujours dans les beaux endroits de Paris, caché la nuit, à manger des bons plats. Et, tu vois, j'ai toujours été ce genre de paradoxe. Et en fait, je me rends compte que la fin des années 2010 on va dire que le début des années 2020, finalement, il commence à être en symétrie avec mon mode de vie que les gens ne connaissaient pas nécessairement dans des années 2000. Et j'ai l'impression de vivre dans une totale cohérence et dans un monde qui me correspond, en fait. Voilà, dans un monde qui me correspond, parce que c'est toutes ces choses qui sont devenues, on va dire, normales, c'est des choses auxquelles j'ai toujours aspiré. Est-ce que ça aurait été plus simple pour toi d'être un rappeur de cette nouvelle génération-là qu'à l'époque, tu penses que tu aurais eu moins de difficultés que tu en as rencontrées dans ta carrière? Dans mon avant-gardisme, peut-être, mais pas dans mes raisons d'avoir pris le micro. Ok. Tu vois, c'est deux choses complètement différentes. Je vois. Il y a le rap, le hip-hop. Ça, je suis né à la bonne époque période. Pour ça. Et tout ce qui après entourait ce truc-là, tout l'entertainment que le rap pouvait avoir, le rap aujourd'hui, j'y pensais déjà moi, à l'époque d'Album Général, j'avais déjà cette vision. Je faisais des morceaux La Paire de Requins en espérant faire des collabs, tout. À l'époque, le rap s'était fermé, j'étais déjà dans... Tout ça, j'étais déjà ouvert dans tout ça. Mais comme les Quinry, en fait. Voilà, les Quinry le faisaient déjà. Ils le faisaient déjà, donc moi, j'avais déjà cette vision-là. Et on va dire que voilà, c'est aujourd'hui vraiment qu'on est dans le prime de ce truc-là. Sur le côté entertainment, peut-être que j'aurais été un bon artiste pour aujourd'hui, sur le côté entertainment. Il y a quelque chose qui est... Tu vois, tout à l'heure, je repense à ça, mais tu as dit, Larry June, c'est le prodigy du soleil, tu vois. Pour moi, ça, c'est vraiment un truc de passionné de dire des trucs comme ça. Et on se voit pas souvent, mais les quelques fois où on se croise, il y a souvent des discussions un peu passionnées, un peu enflammées, toi. On sent que c'est quelque chose, tu vois, tu viens de dire, je suis né à la bonne époque, on sent que le rap, le hip-hop même, c'est pas un truc avec lequel tu blagues quand même. C'est important pour toi. Jeune, il y avait déjà des artistes qui existaient. Il y avait La Clica, il y avait Ayam, il y avait NTM, il y avait... Ça, c'est les trois gros groupes. Il y avait Solar, il y avait la FF, il y avait Ideal J. Et en fait, le rap avant, personne pouvait se dire, ouais, je vais être rappeur parce qu'il y avait un niveau qui était tellement haut.
un mec comme Akhenaton qui a amené une intelligence, une complication, un truc. Trop. On disait quoi, mais putain, il faut vraiment être fort pour faire du rap. Ouais. Donc, ce qui fait que quoi, non, moi, j'ai été éduqué par ça. Le rap, c'est... Il y avait Arsenic, tout. Le rap, c'est des arts martiaux. Genre, c'était ça à la base pour nous. Donc, ce qui fait que c'est resté un peu dans mon ADN, ce truc-là. Je viens d'une génération où, si j'ai pu rapper, moi, au début de ma carrière et venir m'imposer, c'est que j'étais vraiment fort. Parce qu'à l'époque, il y avait droit qu'au fort. Aujourd'hui, c'est un ensemble. Tu vends une image, tu vends un package, tout ça. Mais avant, il n'y avait pas trop l'image, il n'y avait pas trop tout ça. On ne savait même pas à quoi les artistes ressemblaient. On ne savait pas à quoi ils y ressemblaient. Exactement. Exactement. C'était la voix, son texte, c'est quoi son originalité. Chacun avait son super pouvoir. C'était ça, en fait, le rap avant. C'était comme ça. Et en fait, c'était comme ça un peu dans tout ce qui est culturel, même le sport. Même sur un terrain de foot, chaque joueur avait son super pouvoir. Là, ça s'est uniformisé en 20 ans. Mais en fait, la culture avant, c'était ça. Tu venais, tu disais quoi? Bon, moi, il faut que je vienne avec mon truc spécial quand même, parce que sinon, comment je fais pour qu'on fasse un... Voilà. Donc, chacun essayait de venir avec son super pouvoir. Et je trouve que c'est cette rigueur-là et ce super pouvoir-là que j'aime toujours garder. Je sais plus si c'est sur la première partie ou la deuxième partie de l'album, tu dis quelque chose comme je suis là depuis longtemps et les 3/4 aujourd'hui savent pas rapper. Alors, c'est une phase. Mais est-ce que tu penses, globalement, qu'aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être plus de rappeurs aussi, c'est vrai, il y a peut-être moins de niveau, qu'en tout cas, on accepte plus de choses de la part des rappeurs. Quand je dis que les gens ne savent pas rapper, c'est pas à prendre au sens propre. Quand je dis savoir rapper, aujourd'hui, tout le monde sait rapper, même un mec qui rappe pas. C'est vrai, en fait. Tu vois, c'est comme les states d'avant. Genre, quand on arrivait aux États-Unis les premières fois, on disait, putain, même le mec qui vend des baskets à Foot Locker, il rappe le texte de Biggie. Voilà. Il est dans les temps. Il est dans les temps. Et aujourd'hui, la France, c'est comme ça. Les gens, ils ont été éduqués au rap français. Ils savent tous rapper. Mais justement, c'est pas savoir rapper. Tu vois, pour moi, c'est pas savoir rapper, c'est proposer autre chose. Savoir rapper, c'est proposer autre chose. Okay. Tu vois, à l'époque, je me rappelle, à l'époque de Weezy F, quand Lil Wayne, il était dans son prime à sortir ses mixtapes de partout, il y avait une petite période où j'avais un pote qui aimait beaucoup Papoose. Mais je disais, mais frère, Papoose, il va rien faire, je lui disais. Il me dit, mais pourquoi il est fort? Je dis, non, c'est juste un rappeur. Il va rien faire. Il manque un truc à Papoose. Je lui disais à l'époque, il manque c'était un bon New-Yorkais. Mais il sera jamais Biggie, il sera jamais Jay-Z, il a pas ramené. C'est pas lui qui a ramené. C'est pas Ghostface, c'est pas lui qui a ramené, c'est pas 50. Et en fait, je disais, Lil Wayne, lui, il a changé le game pour de vrai. Pour de vrai. Il a donné 10 ans au rap américain quand il est arrivé dans son prime. Il a poussé encore de 10 ans. Genre, on peut faire ça avec son flow. Ah ouais, on peut faire ça avec sa voix. C'était incroyable. Toi, t'as toujours cherché, parce que je me souviens aussi que très tôt, je crois que t'avais dit cette phrase-là sur Jul. C'est un génie. Exactement. Que les gens auraient pu, un mec de ta génération aurait pu se dire à quoi ça ressemble, c'est bizarre, les prods, etc. Toi, tu l'as pas pris comme ça. Je l'ai pas pris du tout comme ça parce que c'est ça que je suis en train de t'expliquer, justement. Il y a des gens, ils pensent que savoir rapper, c'est savoir bien faire ses devoirs. Mais non, savoir rapper, c'est quand tu sens qu'il y a quelque chose de... Oh, ça t'interpelle parce que tu te dis, mais j'ai jamais entendu ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une impression de jamais entendu, mais de déjà entendu, parce que il parle avec le cœur, Jul. Donc, vu qu'il parle avec le cœur, moi, je suis un homme de cœur, en fait. Donc, j'ai des sentiments, je rappe beaucoup les sentiments. Quand je l'entends, à l'époque, quand je l'ai entendu pour la première fois, je dis, mais on dirait... Je suis obligé de valider, puisque ce qu'il dit, c'est des choses que j'ai pu vivre ou que je vis. Le rap de rue, il viendra toujours avec quelque chose qui ne mettra pas tout le monde d'accord, mais qui plus tard va être repris et que ça va devenir culture. J'ai toujours dit ça. Comme Despo, comme des gens comme ça qui ramènent autre chose. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu dis, je rappe les sentiments, et je trouve que sur ce projet-là, ce double album-là, parce que sur la partie aussi, tu parles beaucoup des relations amoureuses. En tout cas, des femmes, de ton rapport aux femmes, tu sais, du fait qu'aujourd'hui, tu as aussi une nouvelle vie de célibataire. C'est ça. T'as ce morceau avec Koba où tu dis que tu couches avec des femmes qui ne t'aiment pas. Qui parlent des langues que je ne comprends même pas. Exactement. Donc ça veut dire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Tout à fait. Et même, tu sais, on sent qu'il y a aussi quelque chose, si on sent que ta vie, elle a changé là-dessus, et que l'amour, c'est plus compliqué aussi, tu vois. On se demande même si tu y crois encore, etc. Et c'est quand même un sujet important de l'album, je trouve ça. Tes relations amoureuses. Parce que pour moi, on vit dans une société où
où les gens, ils se marient, divorcent, ils se marient, divorcent. Tu vois, c'est de la consommation rapide. Il y a plus d'efforts, il y a plus de patience, il y a plus de tout ça. Et à partir du moment où tu acceptes ce nouveau visage de la société, ou que tu te dis ouais, mais regarde comment le monde est devenu, je préfère rester célibataire, mais j'ai l'impression que le système, il a gagné. Donc c'est pour ça que j'en parle souvent, parce que je n'aime pas que le système gagne sur moi. Et donc je me dis que si je suis pas marié, j'ai perdu. Ah ouais. Donc pour toi, c'est un échec d'être célibataire. Pour toi, personnellement. Pour moi, personnellement, c'est un échec. Okay. C'est un échec. Tu vas t'amuser, c'est quoi? Ça dure un temps. C'est pas rentable. C'est pas constructif. C'est pas. Le temps il passe vite. Ouais. Tu vois. Et moi aussi, il faut savoir que moi j'étais quelqu'un dans la vie à la base qui me supposait tôt. Tu vois, je suis un mec de l'ancienne époque. Quand tu avais une meuf avant, tu restais longtemps avec elle. Moi c'est le contraire. J'étais plus, on va dire. Plus fermé quand j'avais 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon esprit, il est beaucoup plus ouvert que lorsque j'avais 20 ans. J'ai l'impression d'être moins dur que quand j'avais 20 ans. Mais est-ce que c'est pas justement parce que tu l'as été peut-être trop quand t'étais jeune et du coup avec le temps t'as besoin aussi de... Exactement. C'est un peu comme parfois nos darons, tu sais, parfois en prenant de l'âge, même s'ils se rapprochent de la religion encore plus, mais en même temps... c'est vrai. Ils acceptent des choses parce qu'ils se disent, bon... La communication est plus simple. Voilà. T'as un peu cette évolution là, quelque part. C'est vrai, c'est un peu ça. Il y a des featuring, bien sûr, on va en parler bien sûr. Mais il y a notamment des feats avec des gens du 93 et il y a Kalash Criminel, il y a Dea Uzi, il y a Stavo, c'est un parti, on peut le dire. Et toi, tu fais partie quand même des gens qui ont porté le 93. Il y a eu effectivement NTM avant, enfin même d'autres gens, il n'y a pas que NTM, mais c'était quand même dans les années 90, c'était NTM. C'est NTM. Après, il y a eu Tandem, c'est important de le dire. Et puis après, plein de gens, Fianso, bref. Qu'est-ce que ça représente pour toi de représenter le rap du 93? Je pense que sur la longévité, il n'y a aucun artiste qui a représenté le 93 plus que moi. Ça n'existe pas. Tu penses? Ouais. Et tu vas demander à n'importe quel mec du 93, il va te le dire. Moi, j'ai été un homme du 9-3 dehors et dans les studios pendant très, 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 très longtemps. Et des hymnes pour le 93, j'en ai fait... Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait des hymnes pour le 93 sur un aussi long cycle. Ça veut dire j'ai pu faire mon premier morceau du 93, ça devait être sur la compile de Iqbal, 93 Barjo, après 93 Hardcore, Seine-Saint-Denis, 9-3 se débrouille. Et j'en ai fait, et tout ça c'est sur des 15-20 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et il y a beaucoup de générations de rappeurs du 93 qui, pour eux, genre, ma voix, c'est la voix du 9-3. J'ai tellement représenté sur différentes générations que je sais pas comment t'expliquer. Vraiment, c'est... Je sais pas, il y a que les mecs du 93 peut-être. Et est-ce que ça, c'est pas ça qui peut rester aussi? Je sais que c'est moins important que la famille, mais est-ce que des fois tu penses à ça, tu te dis, je sais pas ce qui se passera dans ma vie, mais il y a ça quand même. C'est ton héritage aussi, quelque part. Ça fait partie de mon héritage. Et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, en ce moment, j'ai pas mal de témoignages dans la rue, partout, de jeunes qui travaillent, qui ont leur truc, et qui viennent et qui me parlent et qui me disent... et qui me font ce témoignage-là, qui me disent dis-toi que tu as fait beaucoup pour nous, il faut que tu le saches. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent pour me le dire. Il faut que tu saches que tu as fait beaucoup pour nous. Peut-être que tu le sais pas, mais il faut que tu le saches. Et j'ai vécu beaucoup ça ces dernières années, où des gens viennent pour me faire et je me dis, putain, pourquoi les gens viennent pour me dire ça? Tu vois, et en ce moment, j'ai beaucoup ce type de témoignage, vraiment. Tu te parles sur l'homme, tu dis aussi que tu voulais inspirer les petits. Et ça, je l'ai toujours dit. C'est aussi quelque chose qui a été important pour toi. Toujours, j'ai dit, le meilleur héritage, c'est d'inspirer, c'est d'être inspirant. Tu avais un album qui s'appelait Je suis une légende, et c'est un terme qui est fort et que tu remploies sur l'album. Est-ce que toi, tu te considères comme tel? Dans le rap, en tout cas. Ouais. Moi, je me considère pour moi, je suis plus qu'un rappeur. Pour moi, je ne suis pas qu'un rappeur. On ne peut pas me définir en étant qu'un rappeur par rapport à tout ce que j'ai
j'ai fait ou essayé de faire pour tous les gens qui ont grandi dans les quartiers. Je suis plus qu'un rappeur et je pense qu'il y a tellement de gens qui ont été inspirés par mon esprit combatif, ma façon de pouvoir surmonter toujours l'adversité, ma résilience et tout ça, que je pense que en aimant toujours la musique, je pense que oui, genre, je suis une légende pour cette culture. Parce que même parfois, moi-même, je me demande comment je fais. Donc, je me dis, putain, là, regarde, je suis encore en train de proposer genre un double album, mais une proposition. C'est pas comme si je vis dans le passé, je dis, ouais, je vais faire les trucs là que les gens ils aiment bien quand je rappais à telle époque. C'est pas ça, mon album. Non. Donc, tu vois, genre, tu vois le morceau là que tu me disais, Maybach. Ouais. Genre, Dinos, il me disait, j'ai l'impression que c'est pas toi, frère. Genre, tellement il a senti qu'il y a un déblocage ici, il y a un déblocage. Il a l'impression que c'est une autre personne, ça y est. Ouais. Alors que tu dis sur l'album qu'il y a 10 ans, tu voulais arrêter. Exactement. T'envisageais d'arrêter. Exactement. C'est fou, hein. Et qu'est-ce qui fait que t'as pas arrêté? Je sais pas. C'est les bangers, en fait. C'est les bangers. C'est les bangers. Parce que à la base, avant les bangers, je devais arrêter. Ouais. Mais j'avais des petits de mon quartier qui faisaient des beats, ça s'appelait Go Fast Music. Et ils sont venus ils sont venus me voir au studio, ils m'ont dit So, regarde, écoute nos prods et tout. Je dis ouais, mais moi les gars, j'ai plus trop envie de faire tout ça. Ouais. Bon, j'écoutais les Trap God à cette époque-là quand même. De Gucci. Ouais. Et eux, c'était des petits Trap Godiens, les petits beatmakers là. J'ai dit quoi? Ouais, je me faisais chaud en fait, hein. Bon, vas-y, ça se voit que c'est la passion en vrai. Ouais. Bah, mais c'est là que je fais Banger 1. Et il y a des très bons retours. Donc je fais Banger 2 et après c'est parti. Ouais, ça a relancé quelque chose. Ça a relancé quelque chose. Sinon, tu as parlé de Trap God, il y a un morceau qui s'appelle Goo Up. Ah ouais, exactement. Goo Up, c'est Gucci Mane, qui est aussi intéressant parce qui est une grosse inspiration pour moi. Plusieurs histoires dans sa carrière, enfin plusieurs périodes. Il est descendu, tu vois, il est revenu en clone, tu vois. Ouais, donc comment il a pu t'inspirer, Gucci Mane? Gucci Mane, moi j'aime trop les artistes qui proposent. Et en fait, Gucci Mane des Trap God, c'est-à-dire le moment où il est un peu hors du game. Exactement. Hein? Il insulte tout le monde sur Twitter. Voilà. Il était trop inspirant. Ouais. Ce qu'il faisait en musique, c'était de la folie. Les gens ne se rendent même pas compte. En fait, tous les gens qui étaient en haut, tu vois, des mecs comme Drake, quand il fait par exemple Trophies, les gens ne peuvent pas savoir qu'il s'est inspiré d'un morceau de Gucci Mane dans les flows. Il y a que Gucci Mane qui avait ce truc-là de placer une phrase, attendre, replacer une autre phrase, attendre. C'était Gucci Mane qui a créé ce flow-là. Et moi, j'étais tellement à fond dedans, je dis quoi? Ah, Drake, hein. Même, pour moi, si Gucci Mane n'était pas parti en prison, Drake, il aurait fait l'album avec Gucci, pas Future. Ah, tu penses? C'est l'enfermement de Gucci Mane qui a fait qu'il a fait avec Future. Ok, peut-être. J'en suis sûr à 1000%. T'as cité Dinos, vous avez un morceau sur la première partie qui est je crois mon morceau préféré d'ailleurs de la première partie. Ok, d'accord. Et c'est quelqu'un, on t'a déjà vu avec lui. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un aussi il fait partie de ces rappeurs d'une plus jeune génération qui a toujours donné du respect aux gens qui étaient là avant, qui connaissaient classiques. Tu vois, ça s'entend dans son rap. Ça s'entend dans son rap, il fait toujours des refs, etc. Quelle relation vous avez tous les deux? Comment vous avez fait ce morceau-là? Parce que vous avez déjà vu ensemble, mais je trouve que c'est votre première vraie collaboration. C'est notre première vraie collaboration. Dino, j'ai un rapport avec lui vraiment c'est familial. Okay. On le sait, tu vois, quand je l'entends, je savais qu'il avait pété. Hein. Je lui dis, toi, t'inquiète pas, du jour au lendemain, un jour, boum, tu vas voir. C'était mathématique, je le voyais, c'était évident pour toi. C'était évident. Sa plume a été trop puissante, comment la société changeait, son rap correspondait au changement de la société. Je lui disais, c'est obligé que tu vas péter. Tu corresponds à la société actuelle. Tu corresponds. Et finalement, c'est bon, ça s'est fait. Je suis content pour lui. Là, il arrive encore avec du lourd, tout. Non, vraiment bien. Justement, sur ce côté un peu... tu savais qu'il allait péter. Toi, t'es aussi quelqu'un qui a produit des artistes. Exactement. À plusieurs reprises dans ta carrière. Exactement. Est-ce que tu as encore envie de le faire aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui peut encore
t'es excité ou est-ce que c'est moins le cas maintenant? Est-ce que t'es un peu plus en retrait sur ce genre de choses? Non, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire dans le rap français à l'avenir, c'est ramener une vision artistique, mais globale. C'est-à-dire plus être un chef d'orchestre du game. C'est-à-dire essayer de construire des gros titres avec tout ce que le rap nous propose et ramener quelque chose de fort. Pas de développer des artistes et tout ça. Non, j'ai envie de m'amuser. DJ Khaled, genre un peu à la DJ Khaled, sauf que je rappe. Et donc parfois je peux rapper, mais je me vois plus m'amuser avec le super pouvoir de tout le monde. Je te vois bien, toi, tu sais pas en vrai, tu sais que je me vois bien ça. Genre Mac Taylor présente. Voilà. Un truc comme ça, et tu viens. Voilà, t'inquiète, t'inquiète pas. Fais, y a rien. Un feat, tu pourrais faire un. Il y a un feat comme ça que t'aimerais organiser comme ça? Ouais, il y a des trucs que j'aimerais bien organiser. Il y a des trucs que j'aimerais bien organiser comme ça. Mais je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire. Et ça, je trouve que ça me va. Ça me va parce que c'est de l'échange. Tu sais que j'aime bien échanger sur la culture. Bien sûr. C'est de l'échange, c'est mettre des beatmakers, mettre des artistes, tout ça, c'est discuter. Mais tu sais, moi je réfléchis à un truc là, j'y avais jamais pensé en parlant avec toi. Tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup de. Alors toi, t'as encore plein de choses à faire dans la musique, bien sûr. Mais tu sais, souvent, eux, ils ont ce truc là qu'on n'a pas trop en France, à part avec Driver. C'est aussi les mecs qui prennent le micro et qui font des shows. Tu vois. Moi, je te vois un jour, tu pourrais demain avoir un podcast, une émission où tu parles de culture. Bien sûr. La Joe Budden, exactement. Tu pourrais faire ça, toi. Oui, ça fait partie de mes ambitions. Ok. Ouais, ça fait partie de mes ambitions. Je sais que j'ai ce truc-là, j'ai un background qui est quand même assez important. Oui. Et c'est des choses que j'aimerais faire. Mais la seule raison pourquoi je ne l'ai pas encore faite, parce que j'aurais pu la faire, j'aurais pu faire ma première émission témoin, tout, c'est que je t'ai dit, j'ai appris de mes erreurs. Et je vais d'abord savoir si je suis au bon endroit. Voilà, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est... Je sais que je suis un bosseur, je sais que j'ai plein de choses en moi, que je suis très créatif, mais c'est d'être entouré des meilleurs. À mon niveau, je dois être entouré des meilleurs dans chaque chose que j'entreprends. Comme ça, c'est sûr que je pérennise toutes mes idées, tu vois. Et c'est ça aujourd'hui mon combat. C'est, regarde là, j'ai fermé la planque pour me libérer, pour que justement mon corps, mon esprit, il soit open au monde extérieur. Donc pour moi, c'est super important de rentrer dans cette étape où je sais que partout les gens ils disent il y a même des gens, ils viennent pas vers moi parce qu'ils disent mais pour nous on sait que tu sais faire tout seul. Alors que je dis non, justement, je vais être bien entouré, même si je sais que je sais le faire. Mais on est plus fort quand on est avec une équipe solide. Bien sûr. Dans le travail, dans le truc, surtout que moi j'entreprends dans plein de choses. Donc c'est ça aujourd'hui la leçon de vie que j'ai apprise. C'est vraiment ça. Le faire au bon moment avec les bonnes personnes. Le faire au bon moment avec les bonnes personnes. C'est super important. C'est une intelligence, ça. Ouais, bien sûr. L'intelligence, c'est pas juste avoir les couilles de réaliser des choses. Bien sûr. C'est aussi d'avoir de se rendre compte, est-ce que je le fais est-ce que je le fais au bon endroit? Est-ce que le cercle est vertueux? Parce que j'ai tellement eu l'habitude de faire tout par moi-même que je me suis jamais inquiété du cercle vertueux. Parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait dans l'adversité. Donc, cette notion de cercle vertueux, c'était quelque chose qui m'était étranger. Mais j'ai appris. Tu dis, sur la deuxième partie, tu dis plus de monstres dans l'industrie que dans la street. Est-ce que cette industrie-là, elle t'a appris à être encore plus cruel, enfin peut-être en tout cas plus prudent que la street peut-être? Est-ce que tu as vraiment senti ce truc-là où fallait se méfier? En fait, depuis que j'ai décidé, parce que c'est maintenant que j'ai décidé, c'est comme si moi, ma carrière commence maintenant. Ah ouais, c'est ouf ça. Ben oui, puisqu'avant, je ne conscientisais pas que je faisais une carrière. Jusqu'à là Jusqu'à même les Noirs 3 et tout? Oui. Okay. Parce que les Noirs, c'est arrivé par hasard. Les Noirs, c'est arrivé par le Covid. Les Noirs, c'est le confinement, premier confinement, on est tous au studio, il y a toute ma cité, il y a OG, OG, c'est un mec que j'ai vu grandir, qui est de ma cité, il était arrivé à une maturité artistique, j'ai dit, mais là c'est lourd, vas-y, viens, on y va, on fait les Noirs. Voilà, on était là avec Ruskov, tout. Mais c'est pendant la fin de la période des Noirs que je me dis, mais en vrai, je suis un ouf en fait, il faut que je finisse cette carrière à un moment en étant professionnel.
en disant je suis un artiste. C'est fou, des gens qui nous regardent là, qui t'écoutent depuis des années, ils se disent genre Mac Taylor, il n'était pas professionnel avant ça. Non. Ça doit être bizarre pour eux d'entendre ça. J'étais juste un mec qui J'en ai bien sorti pour un petit kiffeur. Hein. Ça va quand même, il y a une carrière qui s'est faite quand même. Tu vois. Oui, mais tu te rends compte que quand même, en tous ces albums que j'ai sortis, il y a des gens en France qui m'ont jamais vu chanter. C'est pas normal, ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Ça n'existe pas. C'est vrai. Et il y a aussi un autre truc, c'est que en étant mon propre producteur depuis pratiquement le début de ma carrière, comment tu veux expliquer que l'industrie du disque, c'est-à-dire les maisons de disques, je pense qu'ils m'ont vu pour la première fois de leur vie en chair et en os en 2015 quand j'ai fait le deal avec Monstre Marin Universal. C'est la première fois qu'ils m'ont vu en chair et en os. Ils m'ont pas vu avant. Il n'y a que De Burtel qui m'a vu, mais c'était un genre d'indé, c'était un hybride. Mais l'industrie de la musique ne m'avait jamais vu en chair et en os. Ouais. Jamais. Alors que je suis censé gérer mon business. Tu comprends ? Ouais. C'est du jamais vu, ça n'existe pas. Ouais. Comment t'expliques ça ? C'est parce que t'étais dans j'étais studio, matrixé, je t'ai dit, c'était en autarcie, on était en autarcie. Je vivais dans un autre monde. Un monde que les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça, laisse tomber. Ouais. Les rappeurs, c'est pour ça que je suis pas comparable. Tu le dis dans l'album, ça, que ta carrière, elle n'est pas comparable. Elle n'est pas comparable. Comment tu veux expliquer, on va dire entre 2000 et 2015, ça fait déjà 15 ans. Hein, comment tu veux expliquer qu'en 15 ans, les bureaux ne m'ont jamais vu en vrai ? Attends. C'est particulier, effectivement. Surtout quand t'es producteur. Exactement. C'est ton cas. Exactement. Ouais. C'est particulier quand même. Ouais. Sur l'album, tu dis trop Kaira pour faire de la variété. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où t'aurais pu justement percer une forme de plafond de verre, faire certains morceaux, peut-être à l'époque de Monstre Marin, oui, bien sûr, mais justement, et tu l'as pas fait. D'ailleurs, moi, il y avait un single que j'aimais bien, c'était Laisse-moi te dire. Je trouve que c'était un d'ailleurs qui avait marché. C'est un beau single. Moi, c'est ce que j'appelle un single digne. C'est-à-dire que single qui peut passer sur les radios, mais moi, je l'écoute. Exactement. Je l'écoute. Exactement. Et est-ce qu'à un moment, il y a eu ce truc-là où tu te dis, j'aurais peut-être pu douiller, mais j'ai pas voulu. L'époque de Monstre Marin, avec la guerre qu'il y avait à l'époque avec Laurent Bounot qui précédait tout ça, et qu'à la fin, il y a eu 2 morceaux d'affilée qui sont passés en playlist, c'est-à-dire, c'était Laisse-moi te dire, et le son d'amour, là, Un jour peut-être. Oui. Voilà. Ça y est, j'avais... T'avais l'autoroute. Mais, qu'est-ce que j'ai fait de cette visibilité ? Je l'ai rendu à la rue, j'ai fait la rentrée pour tous, j'ai fait les bangers, j'ai fait Untouchables, les saps que je vendais, tu vois, avec Snap, tout le monde venait, tout. C'est plus fort que moi. C'est vrai que c'est ça que t'as fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai pris j'ai pris cette lumière pour la ramener à la rue et montrer encore des procédés de self-making. C'est plus fort que moi. J'ai fait ça, j'ai fait Banger 3, j'ai donné mon numéro de téléphone, tout le monde venait avec le numéro de téléphone acheter les Untouchables, c'était partout, partout les gens, les gens venaient, il y avait du fond en Thaïlande, il y avait tellement ils voyaient les Kaira de la terre entière en train d'aller avec, et genre, pour moi ça c'était inspirant, pour moi c'était ma mission. Tu vois, c'est comme ça. Ma mission, j'ai l'impression, j'arrive pas à être que conforme, j'arrive pas, c'est pas possible. Pas à être trop égoïste aussi, peut-être. Exactement. Ouais, c'est ça. Peut-être que parfois il faut l'être. Je sais pas s'il faut l'être parce que ce que tu as fait en vrai, c'est bien, tu vois. Genre, mais peut-être que pour percer ce plafond de verre, peut-être qu'il faut l'être, je sais pas, tu vois. Pour percer ce plafond de verre, il faut l'être. Ouais. Il faut l'être, mais je pense que justement, j'appartiens. Quand je regarde le film NWA, j'ai l'impression que c'est mon enfance. Tu vois, on faisait l'album, tu vois, quand on faisait le morceau Tandem, J'aime pas les keufs, tout, c'était comme Fuck the Police. Tu vois. Moi, je viens de ça, là. je viens de l'autre monde, moi. Moi, j'ai mon studio en bas de ma cité à la fin des années 2010. Là, 2020, l'année 2020. Il y a eu moins de 200 keufs qui sont venus dans mon studio pour me mettre dans des gros... laisse tomber, ça veut dire que le studio, il m'a pas valorisé. Ça veut dire que les mecs, parce que j'ai fait le studio en bas de ma cité,
j'avais un rapport avec la police, mais qui était trop particulier durant les années 2010. C'était encore pire dans les années 2010. Je vivais des choses avec la police, mais c'était incroyable. Les gens qui sont témoins, ils peuvent te le dire. J'ai dit, mais c'est parce que j'ai le studio en bas de ma cité que vous faites ça, que vous me prenez comme si je suis rien du tout. Tu comprends? La banlieue, c'est particulier. Ouais. Je crois qu'à un moment, tu dis aussi, j'ai tout donné à la rue. Et on comprend aussi, en écoutant ta musique, que la rue, elle t'a donné, mais elle t'a aussi pris des choses. Elle t'a pris des gens, notamment. T'as perdu des gens, etc. Ouais, c'est vrai. Tu vois, là, tu viens de dire quelque chose, c'est que en faisant ce que t'as fait, et je pense que ce que t'as fait, c'était inspirant pour plein de gens, etc. Mais des fois, on peut se poser la question, c'est si on était égoïste, ce que tu n'es pas, mais tu pourrais dire, est-ce que ça vaut le coup de tout donner à la rue, tu vois? Et je pense que c'est une question qu'on peut se poser que maintenant, parce que toi, quand tu l'as fait, tu le faisais en fait. Je le faisais. Exactement. Je le faisais pas consciemment. C'était pas une stratégie, c'était pas conscient. Et aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai du recul, je réfléchis, je dis ah ouais, j'ai fait ça, j'ai des gens qui me parlent, témoignages, j'ai dit c'est par la bouche même des gens que je me dis ah ouais, j'ai fait ça. Donc ça valait le coup quand même. Ça valait le coup. Ça valait le coup, c'est humain. Le cœur des gens, ça s'achète pas. Hein. Ouais. Un cœur, ça s'achète pas. Tu peux tout acheter, mais pas le cœur des gens, pas l'estime des gens. Tu l'achètes pas, ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, je suis dans un nouveau cycle. Je suis dans un cycle où... regarde, je vais remonter sur scène, là. Je fais l'Olympia. Le 5 octobre prochain. Ça, c'est une vraie info, ça. Voilà, tu vois, je fais l'Olympia le 5 octobre prochain. Je vais aller en tournée. Je travaille avec Angelo, c'est qui m'a fait tourner quand j'étais jeune. C'est un ami de longue date. Tu vois, le patron de Live Nation. Bien sûr, Live Nation, oui, c'est quelqu'un de très important. Voilà. Et donc, grosse dédicace à lui. Et là, j'ai envie de monter sur scène. C'est vrai qu'il y a déjà eu une grosse tournée de Mac d'ailleurs. Non. Jamais, ça, effectivement, c'est pas normal, ça. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ouais, c'est pas normal. Il y a des choses que j'ai faites, c'est illogique. Ouais, complètement, ouais. Ça se voit que j'étais pas dans c'était pas un métier pour moi de chanter. Ouais. C'était pas un métier pour moi. Il faut savoir un truc en plus, c'est que dans les années 2000, j'ai plein d'amis à moi, avec qui je restais souvent, qui ont su que je chantais que quand ils ont vu à la télé. Hein. C'était la honte. Tu sais, moi, moi, j'ai grandi dans les cafés, avec les Bilkus. Moi, j'ai grandi comme ça. Moi, j'étais qu'avec les Bilkus. Notre famille, on était seul Renat du Féca. Tu comprends pas? Ça veut dire, genre, le Peura, c'est... Ouais, c'est un truc de... Je sais même pas. Laisse tomber. C'est après que... Ah ouais, en vrai, le notre poteau, il rappe. Hein, mais sinon, moi, j'ai toujours fait des séances studio tout seul, avec mon AG. J'ai jamais fait des rappeurs à l'époque. C'était pas Maintenant, cool. c'est cool d'être rappeur. Voilà, mais c'était pas... C'était un truc... quand, par exemple, je faisais l'album D'où je viens, mes potes, ils me disent, mais t'es tout le temps dehors. À quel moment t'écris tes textes? Quand je faisais l'album D'où je viens, mes potes, ils disent, mais t'es H24 en train de charbonner avec nous, c'est quand tu fais ton morceau là? Je comprends pas, en fait. Je comprends pas, c'est quand t'as fait ces titres là. C'était mon truc à moi. Tu vois, c'était comme mon petit truc à moi. Un hobby caché, quoi. C'est comme si c'était un hobby caché. Mais avec une envie de montrer aux gens, regardez ce qu'un indépendant il peut faire d'en bas de sa cité. Il fait des gros clips comme D'où je viens, des trucs. Tu vois, j'avais ce truc là, tu vois. Je faisais pas ça pour gagner de l'argent. Oui, ça tu le dis là aussi. J'ai toujours dit, hein. Ouais. Je le faisais pas pour gagner de l'argent, je le faisais pour essayer d'inspirer les gens. Il y a quelqu'un qui est présent sur les deux parties de l'album. C'est La Crime. Ouais. Vous avez fait 2 morceaux. Le deuxième, il y a Sosomanes aussi qui est dessus. Quelle relation? Parce que lui aussi, c'est quelqu'un qui incarne beaucoup de choses dans le rap, qui est d'une génération qui arrivait un peu après toi, mais qui est quand même là depuis longtemps, qui aussi a beaucoup fait parler de la rue. Exactement. Et qui a aussi fait des gros albums. Corleone fête ses 10 ans cette année d'ailleurs. Comment vous avez connecté tous les deux? Parce qu'il y a 2 morceaux quand même. Donc comment ça s'est passé entre vous deux? Ben, tu sais, lui, c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup à l'étranger. Ouais. Et en fait, quand on est beaucoup tous à l'étranger, on a un truc en commun. C'est qu'on est beaucoup à l'étranger. Donc, on se parle régulièrement. Il y a des groupes WhatsApp comme ça de rappeurs à l'étranger, d'expatriés. Parce que ça va, t'es vers où en ce moment? Moi, je suis vers là. Et toi, t'es où en ce moment? Je suis vers là. Ah, viens, on essaie de se croiser. Viens, on essaie de se croiser là-bas. Viens, tout. Tu as des trucs comme ça. Vous croisez plus là-bas qu'en France, en fait. Ouais, exactement. Et en fait, avec Karim, on parle beaucoup. Tu vois, on parle beaucoup, on échange beaucoup. Karim est très humain. On est des hommes de cœur et on échange énormément.
Donc en fait, quand je suis rentré en train de... J'étais même pas encore conscient de ce que tu faisais, on a fait le morceau qui est dans la partie 1, très bresson, tout ça et tout. On l'a fait, il avait kiffé, il a dit putain, il faut que je pose dessus, frère, laisse-moi poser dessus. J'ai dit ok, tu poses et tout, on a fait un gros titre. Et le deuxième, c'est que du kiff, hein. C'est pas de calcul, Et le deuxième, c'était, j'étais dans une boîte de nuit en Espagne, plein de reggaeton dans le cerveau, j'ai tout ça. J'arrive, je dis, on rentre, il est peut-être 6 du mat. Je dis à l'ingé, programme un reggaeton, mais sale, genre de sicarios de trucs. Et là, boum, tac, j'écris un truc en 2 secondes, au bout de la nuit, hein, on sort de boîte, tout. Tac, j'appelle Karim, allô, allô. Ouais, mon pote, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un truc reggaeton, là, je te l'envoie tout de suite, écoute ça tout de suite, là, mon gars. Ah ouais? Il écoute. Il me renvoie, il me dit quoi? T'inquiète pas. J'ai dormi, je me suis réveillé. Il m'a dit, c'est bon, frérot. C'est bon, regarde, va ton mail, là. J'ai capté le délire. Tu vois, on est là, on est matrixé. C'est même pas à calculer. On s'amuse, c'est un jeu. Ouais, je capte. Du coup, tu vas encore en boîte de nuit? Ça peut... c'est possible. Est-ce que tu danses là-bas? Est-ce que t'es dur à danser? Est-ce que tu prends juste une bouteille? Sur quel genre de morceau tu kiffes? T'es dans laquelle? Je suis dans laquelle? Non, quand je suis... on va dire, je chill. Tu vois, je chill. Je me pose, j'essaie d'être bien installé, j'écoute du son. Ouais, t'écoutes du son. J'écoute du son, j'ai dit, tu vois, c'est ça. J'écoute, tu vois, par exemple, en Espagne, le milieu hispanophone, c'est un autre monde qui est collé à la France, mais avec une toute autre culture musicale. Et donc, ça veut dire, quand tu vas en boîte de nuit, c'est d'autres sons. C'est pas comme quand tu vas ici. Voilà, c'est d'autres sons, d'autres sons. Et après, tu commences à assimiler ce son. Tu commences à sentir le côté rue qu'ils ont dans leur truc à eux, là, qui te fait avoir une fibre. Et tout, ça te réveille des choses. Et moi, c'est comme ça. Elle vient peut-être de là, tu vois, la légèreté, vie, le truc. Moi, tu vois, même l'album, il est écrit comme de la soul. Faut le savoir. C'est pas un album réfléchi. Okay. C'est un album où tout est sorti comme ça. Il n'y a aucun morceau où, genre, je me suis dit, putain, attends, je vais prendre le temps de l'écrire. Il n'y a aucun. Tout, c'est de la soul. Ouais, ok. C'est pour ça que tu sens qu'il y a des choses qui sont dites, mais en même temps, tu sens que c'est léger. Parce que j'ai dit quoi? Le rap américain a réussi à garder la même conception que les chanteurs de soul en studio. C'est pour ça... Un truc instinctif. Un truc instinctif. Et en fait, parfois, il y a des instrus que si tu les écoutes chez toi, tu écris. Le morceau, tu vas bien l'écrire, il va être bien, hein, tout. Mais il n'y aura pas la vibe. Il n'y aura pas ce truc particulier que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi... Tu aurais pu dire, ouais, là, j'aurais pu écrire mieux. Hein. Mais non. Par exemple, c'est ce qui m'empêche d'être, on va dire, un grand fan de Kendrick Lamar. Tu vois? Ça m'empêche. Trop scolaire, parfois. Même si, bon, il est très très fort. Hein, oui, mais on se comprend. Je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui m'empêche, moi, d'être un très grand fan je vais toujours écouter ses albums quand ils vont sortir. Ouais. Mais je suis pas fan de ce qu'il me propose. Je ne suis pas dedans, tu vois. Dans la guerre actuelle, t'es plus Drake que Kendrick? Si tu devais choisir. Ou t'es plus Futur, peut-être. Je suis plus Futur. T'es plus Futur, je suis sûr. Je suis plus Futur. Et j'ai aimé quelques morceaux du EP de J. Cole. Ouais, le dernier. Qui m'ont surpris, tu vois. J'ai aimé et en fait, moi, ces dernières années, on va dire, moi, perso, c'est Kodak Black. Pour moi, c'est mon genius. Pour moi, c'est... Il me fait pareil que Lil Wayne, que Gucci. Pour toi, le Big Three, c'est pas ça. Pour toi, c'est Kodak Black. Ok. Et ils le savent tous, hein. Mais c'est parce que Kendrick est invité sur le dernier album. C'est pas pour rien. Il lui a fait faire un poème et il lui a fait faire une intervention sur un morceau. C'est pas pour rien. Si Kendrick, il dit, mais je vais prendre... C'est pas des fous, les Américains. Ouais. Ils savent très bien ce qu'ils font. Mais il est tellement en pétard, le petit, là, Kodak. Il est dans son coin. Les jeunes le regardent comme ça, aux États-Unis. Les autres rappeurs, ils le regardent comme... Ouais. Il a ce truc entre la légèreté, le lyricisme... Et puis des trucs très deep aussi. Très deep. Il a de la soul en lui. Tu sens que c'est de la soul. C'est de la soul. Ça veut dire, moi, je vibre à ça. Moi, je vibre à la soul. Je vibre pas aux rappeurs. Parfois j'entends dans les morceaux de Kendrick.
que son morceau, il a fait en 3 parties. Je l'entends. Genre, je suis un rappeur, je l'entends. Je dis ça, il a fait à telle époque. Après, il est reparti en studio pour mettre ce bloc. Je l'entends. C'est mort, ça. C'est mort, ça marche pas. ça marche pas avec moi, ça. Ouais, ça t'emmerde. Ça m'emmerde. Ouais, il va manquer quelque chose, tu vois. Bon, j'ai bien aimé son gros single, Saul, là, qu'il a fait, où il reprend tous les visages, là. Ah, c'était comment il s'appelle encore The Art Part 4, où il reprenait les visages. Voilà. C'est ça, bon, c'est... Bien sûr. C'est un chef-d'œuvre. Ouais. Non, mais il y a des grands. Non, c'est indiscutable, Kendrick. Et puis, son côté un peu scolaire, il se rattrape sur scène, parce que sur scène, il te la découpe, la scène. Ouais, bien sûr. Mais je parle dans... Ouais, c'est juste, t'as le droit d'avoir une préférence. Voilà, c'est de la... C'est pas ton goat à toi, en tout cas. C'est pas mon goat. Ouais, j'ai compris. C'est pas mon goat. Sur l'album, tu dis quelque chose, tu dis quel sens à ma vie, j'ai pu donner. La question, je me la poserai dans quelques années. Ouais. Moi, j'ai envie de te la poser maintenant. Ouais. Quel sens t'as l'impression d'avoir donné à ta vie, justement? On en a déjà un peu parlé, finalement, parce que c'est l'envie d'inspirer les gens, etc. Mais si toi, tu te posais la question aujourd'hui, comment tu y répondrais? Ben, je suis resté fidèle entre un jeune noir qui est né dans le 93 et qui a toujours eu aussi ce rapport à l'Afrique. D'accord? Moi, je vais beaucoup en Afrique. Et quand j'écoute, par exemple, 9-3, tu peux pas tester, où je dis, j'aimerais une villa en ville, une autre village, l'Afrique, tout ça et tout. Eh ben, je me dis que quelque part, grâce à Dieu, ben, je vis une vie qui ressemble un peu à mes rimes des années 2000. Je vis une vie, tu vois, j'aime aller en Afrique, j'aime l'Europe, j'aime l'Afrique. T'es cohérent avec ce que tu disais. Je suis cohérent avec ce que je disais. J'ai l'impression que ma vie ressemble à mes textes des années 2000. Voilà. Et c'est là que je vois que ça sortait vraiment de mon cœur, que je racontais vraiment mes objectifs réels par rapport à ma vraie vie. C'était pas que des rimes, c'était vraiment ma façon de vivre. Ouais, et là, t'as dit quelque chose, t'as dit, c'était pas que des rimes. Et pour moi, ça, c'est important dans la discussion qu'on a eue, c'est que même si très vite, les gens ils se sont dit, Mac Taylor, il est trop chaud et tout, mais tu sais, même, je me souviens, en début Tandem, il y avait des fois où ça rimait pas. Ouais, exactement. C'était plus, ça a toujours été plus. Qu'est-ce que tu veux dire plutôt? Si, il y a des gens, ce sont des rimeurs. Et moi, il y en a que je kiffe. Franchement, il y a des rappeurs comme ça, je les kiffe. Genre, ils ont pas forcément un vécu, mais ils riment trop bien. Et moi, j'écoute. C'est de l'art. Rimeur, c'est rimer, c'est de l'art. Exactement. Mais toi, c'est pas que ça. Ouais, c'est et pas même que parfois, ça. limite, même, je me souviens surtout au début de Tiger, la rime, elle était presque, je vais pas dire secondaire parce qu'il y avait des rimes. Ouais, c'était des allitérations. Mais à l'époque de Tandem, on misait sur les allitérations que les fins de phrases. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai, et même quand tu disais tout à l'heure, moi, je veux aussi être au contrôle, sinon je suis un saltimbanque. Tu sais, pour toi, t'es pas juste un mec qui vient faire des rimes, en fait. Non. C'est plus large. C'est plus que ça. Et en fait, je n'aime pas qu'on puisse me percevoir comme ça. Je me rappelle, j'avais fait un jour un tournage de clip, c'était le tournage d'où je viens. Et il y avait une figurante qui devait jouer un rôle et tout, parce que c'était un peu comme un film, ce clip à l'époque. Et elle dit, il est où l'artiste et tout? Et je lui dis, oui, c'est moi l'artiste et tout. Et elle m'a dit, vous êtes en civil? Genre. Elle a vu comment j'étais habillé. Vous êtes en civil? Elle m'a dit. J'ai dit, mais attends, je comprends pas, ça veut dire quoi, je suis en civil? Non, mais parce que, je sais pas, les rappeurs, je dis non, ouais. Je suis normal, c'est comme ça que je me présente et tout. Elle dit, ok, d'accord, je savais pas. C'est pour te montrer la caricature que les gens ont des rappeurs, tu vois, la perception que les gens ont des rappeurs. Et j'ai toujours lutté contre ça. Tu dois être déguisé, normalement. Voilà. Mac Taylor, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.